le grand plaisir d'avoir avec nous un tout jeune réalisateur de dessins animés. C'est votre premier, hein, Patrice Lecomte? Oui. Enfin, c'est le premier vraiment sérieux. C'est le premier long métrage d'animation, oui, ça bien sûr. Mais sinon, quand j'étais enfant, adolescent, avec la caméra familiale, j'ai bricolé un peu des trucs, enfin tout seul, moi-même, le dimanche matin, quoi. Mais que je ne montrerai pas, rassurez-vous. Mais que je crois, Gilles est en train de chercher. Oui, mais et qui seront sur le bonus DVD, mais il les a pas encore trouvés. Mais juste, racontez-nous, ça parlait de quoi? D'un camion qui bouge, Non, j'ai fait un peu de pâte à modeler, mais je connaissais pas la bonne pâte à modeler, donc elle fondait sous les projecteurs, donc c'était une catastrophe. Ça fait du style, hein, mais... Oui, j'ai fait pas mal de papier découpé, un peu cellulo, enfin des trucs... c'était pas des films de 3 heures non plus, c'était des films courts, très courts. Ça racontait quoi C'était des trucs rigolos. Bah, oui, je m'étais rendu compte que une idée, une seule, mais une bonne, c'est plutôt bien pour faire un film. Alors j'espère que les idées, c'était des bonnes, mais enfin c'était du bricolage, quoi. Mais du bricolage qui m'a beaucoup excité. Je me suis toujours intéressé au dessin animé, au film d'animation, au dessin en général, au graphisme. Enfin voilà, je ne suis pas totalement étranger à ça. Et quand Gilles Podestà m'a proposé ce projet Hirsute de faire en long métrage d'animation Le Magasin des Suicides, j'ai dû mettre 12 secondes avant de dire oui, c'est super. Voilà. Parce que je trouve que oui, c'est super. Alors, Patrice Lecomte, je ne vous présente pas, même si on sait que vous avez réalisé pêle-mêle Les Bronzés, les WC étaient fermés de l'intérieur, Ridicule, Tandem, Monsieur Hir, que vous êtes metteur en scène au théâtre, que vous êtes Trublion sur les ondes et à la télévision. Il manquait que ça, l'animation à votre palmarès. Et un tour de chant à l'Olympia, c'est pour décembre. Non, ça, c'est pas vrai. Non, oui, ça joue. Mais si vous voulez chanter au cours de cette conférence, vous pouvez. Parce que c'est une comédie musicale, Le Magasin des Suicides dont nous parlons aujourd'hui en plus. Gilles Podestà à ma droite, producteur à Diabolo Film. C'est votre toute première fois, on va dire. Ah, regarde, je mime le Diabolo. Il se moque. Non, mais Diabolo Film, c'est le nom de mon chien, alors. Oui, c'est tout à fait mon premier long métrage d'animation et premier long tout court. Voilà, et donc, vous avez une première. Vous n'êtes pas novice dans l'animation parce que vous avez développé une série d'animations courtes pour Orange Cinéma Série qui s'appelle Cinématoc. Quoi ? Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, c'est compliqué à dire ça. C'est un hommage au cinéma à travers les objets du quotidien qui sont détournés, animés live. Ça passe sur Orange Cinéma. Et vous êtes aussi en train de développer, parce que c'est toujours mieux quand on est producteur de développer 2 projets en même temps, si jamais il y en a un qui ne marche pas. Et l'autre, c'est un film avec des acteurs réels. Une comédie de Philippe Harel qui s'appelle Comme des frères. Voilà. Absolument. Et alors, j'ai cru comprendre... C'est celui-là qui ne doit pas marcher. J'aimerais mieux. Je voudrais juste savoir si Philippe Harel est dans la salle. Alors, à votre droite, il y a Arnaud Riguillet qui va s'occuper de tout ce qui est l'animation du film. Vous travaillez à la société de production d'animation exécutive Toon Services. Bonjour. Bonjour. Bonjour Arnaud. Et à ma gauche, c'est lui qui vient de parler, il s'appelle Régis Vidal. Et alors, même si Patrice Lecomte est un dessinateur, il a commencé dans Pilote, c'est pas lui qui dessine. C'est Régis Vidal, qui est l'auteur graphique des personnages. Enfin, il a créé l'univers graphique et les décors du Magasin des Suicides en accord avec Patrice Lecomte. Il a partagé la... Alors, excuse-moi, je t'interromps pour montrer que Patrice n'est pas un manchot. On a ramené quand même des dessins qu'il a fait dans les années... C'est quoi? 40, 50, 60 20 Oui. Enfin, il y a un moment. Il faudra enlever la barre en bas, comme ça on verrait mieux. Donc ça, c'est des dessins que tu as fait quand? Raconte-nous un peu. Non, mais j'ai toujours... mais je suis... Bon, voilà, la preuve, je suis un autodidacte. Ça se voit pas du tout. J'ai hélas jamais appris à dessiner, mais j'aime bien ça quand même. Et j'ai vécu de la bande dessinée entre 70 et 75 en faisant des bandes dessinées pour le magazine Pilote où je travaillais régulièrement. Mais je ne voulais pas travailler sur les scénarios des autres parce que j'avais peur qu'ils me donnent à dessiner des choses que j'aurais pas su dessiner. Donc quand on invente soi-même les histoires, au moins on se met pas dans des situations impossibles. Et voilà. Oui, tu as retrouvé ça, donc voilà. C'est bien. On a fait du dessin animé en même temps. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, bien sûr. Voilà.
Ça racontait quoi, cette histoire ? Tu vois bien, c'est autodidacte. C'était moi, la seule chose qui me plaisait, c'est une question de tournure d'esprit dans les bandes dessinées ou dans bon nombre de films que j'ai pu faire. C'est vrai que faire marrer les gens, c'est quand même assez emballant. Et en ce moment, avec le magasin des suicides, même si ça porte ce titre si lourd, si sombre, c'est pour en faire un film extrêmement joyeux et comment. Alors, Régis Vidal est très modeste, on va quand même le présenter quelques instants. Donc, non seulement vous avez créé l'univers et les décors du magasin des suicides et partagé la création des personnages avec Florian Touret, mais vous êtes aussi directeur associé du studio Caribara Animation. Vous avez été storyboarder sur des séries. Storyboarder aussi. Storyboarder sur des séries pour la télé. Il faut être bardé pour faire ce métier aussi. Fantomette pour France 3, Le Magicien pour France 3, et on a pu aussi voir certaines des séquences que vous avez réalisées à la Cité des Sciences pour une exposition qui s'intitulait Zizi Sexuel, l'exposition. Oui, enfin, notamment. Voilà, parce qu'en dehors des séries, des tas de gens ont besoin d'animation dans plein de domaines différents, y compris de domaines qu'on ne voit pas forcément à la télé. Et les techniques sont les mêmes, et ça permet de faire plein d'expériences super à côté. Alors, Le Magasin des Suicides, le film dont nous allons découvrir où il en est aujourd'hui. Le script, si je ne me trompe pas, Gilles Podesta, est terminé. Le développement graphique est quasi achevé. Et vous entamez tout juste depuis un mois le storyboard. On pourra même en voir quelques étapes. Moi, il y a un mois, je suis venu vous voir dans vos studios. C'était le premier jour où il y avait réuni autour d'une table Patrice Lecomte et une armada de storyboarders, de dessinateurs. Et en fait, vous étiez déjà en train de lire à la loupe le script qu'avait écrit Patrice Lecomte. On va raconter un petit peu cette étape. Le film est financé, si je ne me trompe pas. Il est financé par vous, mais aussi par la petite reine Thomas Langman, qui est un producteur assez conséquent, on va dire, sur le marché en France. Et il devrait entrer en phase d'animation d'ici la fin de l'année pour une sortie prévue au début de 2012. Alors je pose la question à tous les deux, Patrice Lecomte, Gilles Podesta, comment est née l'idée du projet ? Effectivement, Le Magasin des Suicides, c'est un best-seller de Jean Telet. Pourquoi Patrice Lecomte ? Pourquoi un dessin animé ? Pourquoi C'est un livre que je connaissais et par un concours de circonstances, je l'ai relu et j'ai trouvé ça formidable mais infaisable au cinéma. Et avant d'aller me coucher, puisque je le lisais la nuit, je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder ce que les lecteurs en ont pensé. Et tous les lecteurs de ce livre renvoyaient systématiquement l'univers de Jean Telet à l'univers de l'animation. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, il faut en faire un film d'animation. Donc on était en janvier 2009, j'ai envoyé un mail chez Julliard à 4h du matin. Ils m'ont répondu par téléphone le lendemain à 9h. À 14h, j'étais dans leur bureau et le lendemain, j'étais chez Patrice qui m'a dit oui. Non, mais moi, sincèrement, j'ai trouvé que c'était une idée brillante d'adapter ce livre que je connaissais, que j'avais déjà lu et dont je pensais que c'était absolument pas adaptable en prise de vue réelle, film de viande. Mais quand tu m'as dit ton idée, c'était quand tu m'as proposé d'en faire un long métrage d'animation, alors ça m'a illuminé. Je me suis dit voilà, et sans davantage réfléchir, en me disant est-ce que je vais savoir faire ça, je savais qu'en tout cas ça m'enthousiasmait mais largement de plonger dans ce genre d'aventure, d'abord d'adapter le bouquin dans l'optique d'un film d'animation. Ça vraiment, ça m'a donné des ailes. Et puis ensuite, l'idée de travailler, même si c'est très très long, ça m'apprend la patience au moins, mais de travailler avec des équipes de dessinateurs, ça m'a plu énormément, parce que j'avais jamais fait ça. Mais Patrice Lecomte, vous avez donc toujours tourné des films avec des acteurs, de la viande. Vous aussi, vous pensiez que c'était impossible d'adapter le Magasin des Suicides avec des acteurs réels ? Non, c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Rien n'est jamais impossible, mais ça m'intéressait pas, parce que je pensais que le Magasin des Suicides devait être un film un peu décalé par rapport à la réalité, et que si on était dans le réalisme ou en tout cas dans le naturalisme, on faisait à mon sens une grosse bêtise, quoi. En revanche, le fait de le faire en animation permet de décaler les choses. On parle de la vraie vie, mais on n'est pas dans la vraie vie, et ça m'a plu énormément comme concept. Tiens, ben justement, histoire que tous les gens se rendent compte, je propose qu'on voit les premières recherches qu'on avait faites et qui allaient dans le sens de ton, si vous voulez bien, Régis. Non, c'est moi qui décide. Ça suffit maintenant. Avant, parce que avant de voir la recherche, moi je propose. Là, ça c'est moi qui l'ai fait.
Et celui-là aussi. Et Patrice a adoré. Parce que, messieurs, dames, dans le public ont pris avec eux des lunettes 2D, des lunettes en relief, et je trouvais que c'était bien que dès à présent, ils les chaussent, parce qu'ils se demandent mais pourquoi mettre des lunettes Ça, en c'est pas du relief, relief, hein. dans un film de Patrice Lecomte, qui n'a jamais fait de dessin animé. Et donc je vous propose, pour commencer, de regarder ce qu'on appelle quoi, le teaser, le trailer du film, hein, Patrice Lecomte. Oui, non, juste un tout petit mot. Vous allez assister à un truc assez inouï, assez unique, qui moi m'a emballé. C'est-à-dire qu'on a fait, grâce à un logiciel nouveau, on a fait de la 2D en 3D. Je ne vous en dis pas plus, vous allez vous rendre compte. Et moi, ça m'a enchanté. Parce que moi qui ai toujours aimé le dessin et tout ça, ça permet de faire un film en 3D, mais en conservant l'aspect graphique, nerveux, qu'on sente la main du dessinateur. C'est à ça que je tenais. Et ce qui a été mis au point chez Toon Alliance et tout, ça donne ça, de la 2D en 3D. Vous allez voir, c'est assez marrant. Imagine a city where life has become so sad that people have no taste for living. Yet in the middle of this sinister world, an unexpected ray of hope. The Suicide Shop. All kinds of desperate people are welcomed into the store of Mishima, Lucrece, and their children, where they can find the ingredients they need to end their life. The family business thrives in a perfectly dismal atmosphere until the horrible day when Alan is born, the disgrace of his family. He smiles. Worse, he looks happy to be alive. The worm is in the apple. After Hairdresser's Husband, Ridicule, and The Girl on the Bridge, Patrice Lecomte tackles animation with The Suicide Shop, a film that will blow your mind. On vous l'a mis en anglais parce que ça fait beaucoup mieux Patrice Lecomte, comme ça. Ouais. The Girl on the Bridge, Ridicule, Patrice Lecomte. Je trouve que oui, ça fait plus chic. C'est quoi le pitch, hein? C'est vous qui nous faites le pitch, peut-être? C'est Patrice qui fait Oui, le pitch. le pitch, c'est un petit peu ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que C'est en anglais, alors. l'idée le pitch en français, c'est que la vie aujourd'hui est, enfin, dans une ville, on est pratiquement de nos jours, quoi. La vie est devenue assez triste. Les gens n'ont plus le goût à rien. Il n'y a plus de motivation, plus de ressort. Et la seule solution pour enfin être au calme, c'est de se faire sauter le caisson. En anglais, je ne sais pas comment on dit, faire sauter le caisson, mais vous trouverez. To jump the caisson. Oui. Et il y a au fond d'une petite impasse un magasin très joyeux qui se présente comme un magasin de couleurs, d'une parfumerie, qui est la boutique des suicides et qui évidemment engrange des bénéfices formidables parce que cette boutique propose à tous les gens qui veulent en finir avec cette société sinistre, leur propose des solutions simples pour tous les produits nécessaires pour passer de vie à trépas. Alors tout ça est un petit commerce florissant, évidemment, jusqu'au jour où, dans cette petite famille, la famille des Tuvache, naît un petit bonhomme qui s'appelle Alan, et qui, lui, et c'est une catastrophe, est la joie de vivre incarnée. C'est-à-dire que dans le magasin des suicides, c'est pour ça qu'on dit que le ver est dans le fruit, c'est vrai que d'un seul coup, il y a un élément perturbateur et qui va faire dérailler tout ça pour amener tout doucement les gens, sa famille et les gens du quartier, les gens de la ville, à considérer que la vie n'est pas une tartine de crotte beurrée des deux côtés, mais qu'au contraire, c'est que la vie est agréable à vivre, si on sait la prendre comme il faut. Alors, donc le message, c'est ça. Alors vous avez pas mal changé, on peut dire, l'histoire du roman de Jean Telet pour l'adapter au cinéma. Vous pouvez un peu nous raconter quel a été votre parti pris, pourquoi vous avez fait ces changements, et qu'est-ce qu'on peut dire des changements qui ont été opérés dans le roman? Les changements, ils sont simples. Déjà, des changements on en a fait un film musical, une comédie musicale, avec des chansons pour... Il y a des chansons sinistres, il y a des chansons d'une gaieté folle. Enfin bon, ça me plaît beaucoup parce que ça situe bien les choses et c'est très cinéma. Mais aussi et surtout, alors juste en un mot et demi, bizarrement, le roman de Jean Telet se terminait d'une manière fermée et pessimiste. Et
Et ça m'a déplu, d'abord parce que je préfère l'optimisme au pessimisme, et donc j'ai fait subir un changement assez important sur la fin du film pour en faire un film positif. Et moi, je ne veux plus faire que ça, des films qui nous laissent avec un peu la banane quand même, plutôt que de nous maintenir la tête sous l'eau. Et quand j'ai fait lire l'adaptation à Jean Telet, il était enchanté parce qu'il a tout adoré comme ça, en me disant c'est épatant parce que ce film, ce sera vraiment un film à toi, et en même temps, ça reste mon roman à moi. Donc, au lieu d'être au service d'un roman pour vraiment transcrire, mettre en image ce qu'il a écrit, on a inventé la même chose, mais autrement. Et c'est la moindre des choses que de prendre ce genre de liberté, je trouve. Alors, il y a aussi des éléments qui sont peut-être moins dominants dans le film, dans la version script, c'est la science-fiction. Vous avez un petit peu... Non, ça, c'est quelque chose que tu nous as... que tu as joyeusement écarté dès le début, parce qu'évidemment, nous, on avait lu le livre tous, on avait lu aussi le scénario, et c'est vrai qu'on aurait pu très bien partir dans de la science-fiction. On a fait quelques projets dans ce sens, mais tu nous les as balancés dans la figure, hein, quand même. Non, c'est parce que je voulais qu'on décale notre époque un peu par le biais du dessin, par le biais de l'atmosphère. Voilà, on est dans du film d'animation, bien sûr, on n'est pas dans l'hyper-réalisme, pas du tout. Mais j'avais pas envie qu'on dise ça se passe en 2053, du genre plus tard, vous allez voir comment va être la vie et tout. Le côté de John Carpenter me barbait un peu. Je trouvais que c'était moins direct que de parler de la vie d'aujourd'hui, quoi. Et il y a un autre élément important, un parti pris, c'est que dans le livre, il y a des suicides. Vous avez décidé, dans le film, qu'on n'en verrait aucun des suicides. Ah vous n'avez pas encore vu le film. Ah bon? Non, il y a pas de, c'est pas gore. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de décapitation intempestive. Il y a pas. Non, mais ça se balance quand même pas mal, quoi. Avec humour. Ouais. Mais on peut pas faire un film qui s'appelle Le Magasin des Suicides en occultant les gens. Il va se suicider, on va regarder ailleurs. Non, il y a des gens. Il faut que ce soit un peu affreux pour que ça devienne joyeux. C'est affreux, mais c'est pas repoussant. C'est-à-dire que, effectivement, alors à la question, est-ce que c'est pour un public de tout petits enfants, la réponse est non. Non, c'est à partir de 12 ans. Au-dessous, ça va les impressionner quand même. Alors, c'est pas la première fois que vous écrivez un long métrage, hein. Je peux pas vous poser la question parce que à cette table, souvent, on a des réalisateurs qui ont fait beaucoup de courts métrages et puis qui passent au long. Vous savez ce que c'est qu'un long métrage, mais est-ce qu'on écrit différemment un long métrage d'animation d'un long métrage avec de la viande, comme dirait Gilles Podesta? Oui, on va arrêter, parce que ça va nous rester ça. Ouais. Et oui, bien sûr, parce que on sait que en animation, tout est possible. C'est-à-dire, on peut tout décider et tout est possible. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières à l'imagination. Et d'écrire une adaptation dans l'optique d'un film d'animation, ça donne des ailes, quoi. C'est-à-dire qu'on peut se priver de rien. Et ça, c'est vraiment... C'est très enthousiasmant, oui. Dans l'écriture du script, est-ce que vous avez changé vos habitudes ou vous écrivez... Moi, le script, j'ai eu la chance de pouvoir le lire, il est très, très précis. J'ai jamais lu vos scripts sur des films en long métrage. Est-ce que vous avez changé vos habitudes? Vous devez être plus précis? Oui, non, les scripts que j'écris sont quand même souvent assez précis. Non, j'allais dire, c'est un peu pareil. Oui, non, c'est écrit pareil. Mais dans une autre optique, quoi, pour un autre support, mais c'est écrit pareil, aussi précis. Ça vous scie, hein? Ouais. Non, il y a toute une ambiance quand vous... J'ai pas le texte là, mais il y a toute une ambiance qui est inscrite avec des mots, avec des adjectifs. Et je me dis peut-être que quand vous faites un... Ah non, oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est que certains scénarios... Certains scripts sont écrits d'une manière, sont écrits comme un rapport de police, des films de prise de vue réelle, c'est-à-dire il monte l'escalier, il cherche la clé dans sa poche, finit par la trouver dans sa poche gauche, ouvre la porte et s'assied sur son canapé. Quand c'est écrit comme ça, je trouve ça assommant à lire et ça n'indique pas ce que l'on veut faire. En revanche, sans prétention aucune de mettre un peu de style d'écriture dans un scénario pour indiquer l'humeur, ce que l'on veut et tout ça, ça c'est vraiment important et c'est ce que j'ai fait dans Le Magasin des Suicides, mais c'est ce que je fais chaque fois quand j'écris un script pour que ce soit pas agréable à lire comme un roman, c'est pas ce que je veux dire, mais qu'il y ait déjà du style, quoi. Voilà, oui, absolument.
Alors, vous n'avez pas créé le style graphique, si je peux me permettre, si je ne me trompe pas, Patrice Lecomte, du film. Mais vous aviez quoi dans la tête? Vous aviez justement l'esprit pilote des années 60, l'esprit. Lorsque vous avez donné votre accord, quel film vous faisiez dans votre tête? Non, je me faisais pas un film particulier parce que mes goûts en matière d'animation sont tellement éclectiques que vous seriez abasourdi d'incohérence. Mais moi, je préfère faire confiance que faire méfiance. Et quand on s'est bien entendu avec Régis, l'équipe, etc., je les ai laissés faire. Je leur ai indiqué des choses, j'ai décrit les personnages. J'ai décrit avec mes mots les décors, ce qui était déjà dans le scénario, et puis j'ai attendu qu'ils me montrent ce qu'ils avaient en tête, ce que ça leur évoquait, pour les laisser libres de travailler. Et après, on a corrigé, mais je n'avais pas de direction artistique plus précise que mes mots. Je crois même que, si je ne me trompe pas, Gilles, vous avez fait des propositions de style graphique à Patrice Lecomte. C'est ça vous pouvez nous raconter cette étape qui est essentielle à la genèse du projet? Oui, c'est une étape assez évidente quand on découvre tous les deux, et lui et moi, l'animation. C'est-à-dire que, via l'intermédiaire de Jean-Louis Rizet, qui s'occupe de la fabrication du film, on a vu beaucoup d'extraits de films d'animation, pour que Patrice fasse un petit peu sa religion. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que ce qui l'enthousiasmait, mais je te laissais parler, sont les films qui assument un graphisme très fort, avec de véritables auteurs derrière. C'est-à-dire que c'est pas... J'espère qu'il n'y a personne de Walt Disney dans la salle, mais en gros, c'est pas Walt Disney, quoi. C'est plutôt assumé et moins rond que ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous ont montré et qu'est-ce que vous ne vouliez pas, alors, Patrice Lecomte? Non, je me suis rendu compte assez vite dans notre travail que je n'avais pas très envie que ce soit un film en 3D, assisté ordinaire. Enfin, bon, voilà, parce que je trouve qu'il y a une espèce de... D'abord, on perd le goût du dessin. Je parle par rapport à mon film. Moi, j'ai vu des films avec cette technique-là, étourdissant de qualité. C'est pas du tout ce que je mets en cause. Mais par rapport à ce que l'on voulait faire, je trouvais qu'on perdait le côté graphique, le côté nerveux. Il y a une espèce de rondeur, toujours un tout petit peu molle, quoi, même dans le... Et qui m'embarrassait. Je voulais un film qui ressemble plus à quelque chose de nerveux, de rapide, enfin que ça swing, quoi, voilà. Et pour que ça swing, il fallait vraiment qu'on soit en 2D. Alors avec cette technique que moi j'adore, de 2D, de 3D en 2D ou de 2D en 3D, je sais pas comment on dit, comme les livres, comme on était enfant, là, ça s'appelle les pop-up, je crois, où on est avec plusieurs plans en 2D. Alors ça m'a... voilà, je me sens très bien et je trouve que ça correspond exactement au film que j'avais en tête. Voilà, mieux que ça même. Alors à partir de là, Régis Vidal, comment vous travaillez? Comment vous avez fait plein de propositions à Patrice Lecomte? Est-ce qu'on peut un peu voir à quoi ressemblait... Je crois que Patrice Lecomte, vous avez carrément écrit des briefs pour chacun des personnages en dehors du script. Oui, j'ai fait... c'est comme prise de vue réelle, on fait du casting, quoi. Et par exemple, j'ai dit à Régis, pour moi, Mishima Tuvache, le mec qui tient ce magasin, il est petit, sec, avec une fine moustache, il a une tête de garçon coiffeur, mais il est tiré à 4 épingles. Bon, ça suffit bien souvent à ce qu'un dessinateur invente un personnage. Et là, effectivement... Ça, c'était les recherches graphiques. C'était les recherches à la maison. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer comment on travaille avec Patrice. Parce que, comme vous voyez, c'est quelqu'un qui ne laisse rien au hasard. Il fait tout de manière très professionnelle. Et alors c'est vrai que vous aurez l'occasion de vous montrer 2-3 dessins qui nous a fait vraiment, hein, c'est pas pour les fois où pour vraiment nous montrer des choses. Voilà, donc ça pourrait être les dessins de Patrice. Et en fait, c'est ce à quoi on s'attendait au départ. C'est le brief. Voilà. La note était pour lui, ce qui est très généreux aussi. Mais en fait, voilà. Plus sérieusement, on s'est très vite orienté, comme il vous le disait, vers des dessins très faits vraiment à la main, qui reflètent la patte du dessinateur et qui font penser qui se rapprochent de l'univers de la bande dessinée. Donc, on lui a fait une foultitude de personnages, beaucoup de line-up, pour le terme technique. Et puis, Patrice a tranché très très vite, en fait,
Donc quand il s'est agi de choisir Lucrèce ou Mishima ou Alan, qui sont les personnages principaux, enfin, on a eu un peu plus de mal avec Alan, mais Patrice est prend ses décisions très rapidement. Mais d'ailleurs, c'est parfois un peu perturbant, donc on fait gaffe à ce qu'on lui montre, parce qu'on sait qu'il se décide très très vite. C'est quoi les critères de choix? Enfin, on va pas voir ceux qui ont été retoqués, Patrice Lecomte, mais dans certains que vous avez retoqués, qu'est-ce qui n'allait pas? Non, ce qui n'allait pas parfois, c'était un style, une manière de dessiner, une tronche qui me revenait pas ou qui me semblait pas, parce que c'est très subjectif. Hein, pourquoi est-ce qu'on aime un personnage et pas un autre? Oui, c'est une totale subjectivité, mais par rapport au personnage du script, de savoir qu'un tel est comme ci, que l'autre est comme ça. Mais j'ai eu des bonnes surprises. Il y avait des personnages que je n'imaginais pas de telle manière et que Régis et son équipe m'ont proposé. Je dis ah tiens oui, c'est une bonne idée. Voilà, bien sûr, l'équipe la voilà justement. Ah oui, en effet. Et vous êtes où, Régis? Je suis sur la droite. Je suis celui qui sourit. Voilà. Ce que disait Régis tout à l'heure, et c'est vrai, le personnage qui était le plus compliqué à trouver, à dessiner, à mettre en place, c'était le personnage d'Alan, ce petit bonhomme qui a 6 ou 7 ans, qui a 7 ans et qui naît et qui est d'une gaieté folle. Parce que autant des personnages, des adultes sombres, qui ont le goût à rien, autant des adolescents flasques, c'est intéressant à dessiner, à imaginer, parce qu'on peut se moquer. Mais un petit bonhomme sautillant et joyeux, c'est pour qu'il ne soit pas bidon et creux, c'est pas commode. Donc Alan est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avant d'être comme j'aime. Et ben justement, c'est le seul que je me permettrai de montrer, mais c'est l'ancien Alan, donc petite larme. D'accord, et on peut voir... Eh ben, il est là, à côté de la famille qui, elle, était validée. Voilà, donc... Et on peut voir les difficultés que vous avez eues avec Alan? Oui, là, vous avez quelques... Enfin, bon, c'est des recherches vraiment comme ça, au débeauté. Alors, Patrice, qu'est-ce qui n'allait pas? Racontez-nous sur chacun. Je sais pas, je trouvais tarte. Il le trouve tarte. Je le trouvais vraiment tarte, mais celui qu'on a fini par avoir... Alors, c'est marrant parce que pendant quelques temps, j'osais pas trop dire à Régis... Ça, c'est un dessin de Patrice. Donc vous lui envoyez ça, puis il scanne, ou je ne sais pas comment tu fais d'ailleurs, tu scannes, tu faxes et tout, puis il rajoute un dessin par-dessus en disant voilà, il est... Non, c'était pas bien non plus. Hein, mais en fait, on est parti de ça vraiment, puis après on l'a amélioré. Et après, très généreusement, Patrice offre ses droits d'auteur. Voilà. Donc, bon, ce sont des essais. Et là, on se rapproche du Alan final. Donc celui-là, tu trouvais qu'il avait un peu... On s'attendait à ce qu'il ait une queue de rat ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Il aurait pu s'appeler Kevin. Ou... Pardon à tous les Kevin. Merde. C'est tout. Voilà. Enfin, ce qui marchait sur ton dessin, dans un style, ne marchait pas forcément dans l'autre. Et là, voilà. Ça, c'est le Alan final. Ouais. Voilà. Alan, ok. Et vous avez eu pas mal de problèmes avec les cheveux, il paraît. Oui. Oui. Ça, c'est les cheveux finaux aussi ou pas? J'ai quelques obsessions capillaires, moi. Alors, c'est quoi le problème? Non, mais je sais pas. Il fallait qu'il soit un peu. Il fallait pas qu'il soit bien peigné. Il fallait qu'il soit coiffé un peu en pétard. Il fallait qu'il y ait de la gaieté pas que dans son visage, mais dans ses cheveux, quoi. Voilà. Alors, on lui a fait subir quelques coupes diverses et variées. Mais la coupe finale, moi, m'enchante. Puis on pourra faire des retards dans les cheveux. Ça va être très sympa. Quand il court vite, il peut être un peu en arrière. S'il met pas trop de gel. Enfin, tout ça est vraiment... moi, ça me plaît beaucoup. Quand vous avez écrit vos bibles, on va dire ça, de personnages, hein, vous avez des acteurs en prise de vue réelle en tête. Je sais pas, moi, il me fait penser à Jean Rochefort, Mishima, oui, le patron du magasin. C'est drôle, on aurait pu, mais je n'y ai jamais pensé. C'est-à-dire que j'ai jamais voulu passer par des personnages réels dont on pourrait s'inspirer ou caricaturer. Mais c'est vrai que Mishima Tuvache a un petit côté Jean Rochefort, mais c'est tout à fait fortuit parce que j'ai jamais dans les bibles indiqué ça des personnages réels. Non. Est-ce qu'on peut faire une galerie de personnages là pour découvrir un par un toute la famille Alors ça, c'est la bande, c'est la bande des gamins.
Bon, ça, c'est la famille au grand complet que vous avez découvert tout à l'heure. Là, c'est Vincent, donc c'est le grand frère, le grand machin. Ça, c'est un des suicidés. C'est un personnage qui, à un moment donné, va se jeter du haut d'un pont. Mais voilà, donc la bande des personnages. Donc, ce sont des recherches graphiques, telles qu'on pouvait les présenter à Patrice, et dans lequel il fait très vite son choix. Donc, il dit, moi, je veux la 14, la 12 et la 7. Et après, on repart sur la 14, la 12 et la 7 et on met au propre. Il y a des retoqués là-dedans. Voilà, le 21, par exemple, il ne l'a pas voulu. Et pourtant, il était bien. Hein. Il avait de l'avenir. Voilà. Mais ça, c'était assez rigolo parce que c'est des personnages qui sont à l'opposé de tout le reste du film, puisque c'est la vie, c'est la joie, c'est tous les gamins. Donc évidemment, là, on retombe dans une animation très, très vivante, qu'on a plus l'habitude de faire, en fait. Voilà. Donc là, c'est l'équipe des gamins. Ce sont des dessins qu'on doit à Caroline Piochon, d'ailleurs, qui est là. Montre-moi celui d'avant quand ils sont tous sur le diable, parce que je ne l'avais jamais vu. Ah oui. Voilà. Voilà, donc des études de posing. Donc ça, c'est quelques clients du magasin. Donc ils ont tous évidemment des trognes plus déprimées et plus déprimantes les unes que les autres. Ça, c'est un couple qui vient, je crois, acheter Qu'est-ce qu'il vient acheter Ils veulent passer de l'autre côté ensemble. Donc ils achètent le Dead for Two. La grande C'est classe. un poison c'est une seule bouteille, mais avec deux pailles. Hein. Voilà. Ça, c'est Marilyn, l'adolescente, qui à la fin va trouver le grand amour en la personne du gentil garçon, du joli garçon à droite. Voilà, des études de visage. Et toute la grande galerie des déprimés. C'est pareil, Patrice Lecomte, vous lui montrez un par un les visages, les expressions, il vous dit là non, il rit trop, là, vous faites comme ça, Patrice? Non, mais il fait vraiment son casting, hein, c'est ça. T'as ton film en tête et tu choisis. Oui, mais, une fois que les personnages sont dessinés, validés, comme dit Régis justement, après, effectivement, avec Caroline et quelques autres, il y a succès. Hein oui, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens et lui, on lui offre un sac plastique et un ruban adhésif. Et il chante « Il y a de la joie » de Charles Trenet dans un cimetière, mais il chante pas longtemps parce que très vite il tombe comme une merde. Il y a des storyboarders à qui ça posait problème de storyboarder ce genre de choses. Alors on a dispatché aussi en fonction des désirs de chacun. Des sensibilités. Oui, c'est oui, dur. tout à fait. Il avait les filles, enfin la fille. Voilà, donc on a une très belle séquence avec Calmen, là, qui est le vieillard un peu squelettique, qui est déjà quasiment mort. Enfin, c'est presque. Vous aviez déjà, vous, Régis, comme ça, inventé des personnages Je sur me la suis base déjà suicidé. sur la base d'une description très détaillée, ça vous était déjà arrivé? C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait tout le temps. Là, il y avait peut-être une liberté supplémentaire où on a fait des personnages un peu librement, sans penser nécessairement à tel ou tel acteur du film, j'allais dire. Et puis c'est Patrice après qui choisissait. Et qui choisissait pas en fonction de ce qu'on aurait choisi nous, quoi. Voilà. Par exemple, le personnage central qui fait finalement ouvre le bal, qui est le premier à découvrir le magasin, le piéton rescapé. Celui-là, il fait partie des tout premiers croquis, il est là depuis le début. Et ben voilà, on lui a trouvé un rôle. Il y a certaines personnes aussi qui font partie de l'équipe qu'on s'est amusé à remettre dans le film. Comme le prof de gym, par exemple. Oula. Alors ça, c'est la séquence qu'on va vous montrer tout à l'heure en storyboard, qui est la séquence osée du film, puisqu'il s'agit d'un striptease, où voilà, donc là, Caroline a poussé le détail très loin, mais je pense qu'il y aura beaucoup de... Enfin, tout le talent de la storyboardeuse, puisque c'est Dorothée en l'occurrence, a consisté à cacher, à masquer, à jouer avec les lumières, les contre-jours, les flous. Voilà. Et moi j'ai une anecdote là-dessus quand même qui est assez rigolote. On est en coproduction, je vais vous parler du financement du film plus tard, mais on est en coproduction avec le Canada. Et j'ai eu un coup de fil à 3h du matin, heure française, donc en pleine nuit encore une fois, finalement.
et en disant « Ouh là là, il faut absolument changer le script, on ne passera pas la censure au Canada ». Je leur ai dit « Oui, c'est ça, on va changer le script cette nuit pour passer en commission demain matin. Je vous souhaite une bonne nuit. » Ça, c'est le patron du magasin. Voilà, Mishima, qui est vraiment le commerçant par excellence, qui affiche son sourire, mais un sourire de façade, puisque à un moment donné, il va craquer. Voilà. Donc là, il fait l'article. Voilà, pour les personnages. Alors, on a dit, c'est pas un univers de science-fiction que vous avez créé, vous avez immergé ça. Mais vous dites que c'est aujourd'hui, moi je trouve que ça fait penser aux années 60, l'univers du film. Est-ce qu'on peut montrer un peu quelques images et est-ce que vous pouvez nous décrire les décors Les décors, ouais. Juste un truc, c'est quasiment aucun décor n'est cliné dans son aspect vraiment final, c'est que du noir et blanc quasiment. Parce qu'il a... voilà, c'est ce qu'on a fourni aux équipes de storyboarders pour qu'ils avancent. Donc tout y est, mais c'est encore du noir et blanc. Parce que même si ce sera très désaturé, on imagine que la ville est triste à mourir, il y aura quand même un petit peu de couleur. Donc c'est une ville... L'inspiration, c'est quoi, là ? L'inspiration, ça nous est venu en dessinant, mais c'est une ville où la lumière... les immeubles sont tellement hauts que la lumière a du mal à atteindre le plancher. Les réverbères sont allumés toute la journée. Il fait un temps de chiottes. Et... il pleut ou il fait gris, et c'est vrai qu'en faisant des grands immeubles comme ça, finalement, on pensait à Sampé, on pensait à New York, et puis au dessin de Vouch aussi, plus pour les intérieurs, avec cette espèce de grands appartements sans plafond, très écrasants. Donc ça, c'est un dessin de Patrice. Alors ça... quand il a voulu nous dire quel type de véhicule il voulait. Donc mais le véhicule, par exemple, c'est des véhicules ronds. C'est pour ça que je parlais des années 60. C'est vraiment très typique. C'est pas très d'aujourd'hui. Oui, c'est parce pourquoi que cette fixation. Parce que je voulais que j'avais envie que parce que Régis a commencé à me montrer toute une galerie de véhicules, mais qui pour moi faisait un peu trop BD, un peu trop modeste et pompon. Enfin, c'était assez joyeux avec des grandes surfaces vitrées et tout. Et je disais non, je voudrais des véhicules qui ressemblent plus à des pantoufles ou à des méduses, mais pas des véhicules pimpants, quoi. Comme des blocos avec des tout petits pare-brises. Alors je lui avais fait ce dessin un peu maladroit, je sais. Non. Mais qui permet de fixer les idées quand même. La preuve, c'est qu'après, il y a eu toute une galerie de véhicules absolument extra, quoi. Ah, tu l'avais pas vu, ça, toutes les voitures dans le... Ah non. Oh, j'ai bien fait de venir. Validé ou pas, là? Voilà, ça, c'est l'appartement pour une séquence finale. Très design, mais complètement envahi par... on imagine le type qui habite complètement déprimé, dépassé. Voilà, donc quand on fait une boulangerie, on veut qu'elle soit la plus banale, la plus déprimante possible. On imagine très bien les personnages dedans en file indienne. Là, c'est pour une séquence où Mishima va livrer sur place, parce qu'il y a aussi un service de livraison à domicile. Mais attention, ce n'est pas des assassins, c'est juste des livreurs. Et il part d'une grande place comme ça pour arriver vers un immeuble, vers des rues de plus en plus étroites. Donc voilà, on crobarde, on essaie d'amener la séquence avec les décorateurs. Donc l'immeuble, voilà, il appartient à quelqu'un qui est richissime, mais tout seul. Donc il possède tout l'immeuble. Il habite tout en haut, derrière l'horloge. Donc Mishima va aller le voir avec l'ascenseur, et voilà. Et il déboule dans un grand appartement où l'histoire du gars se lit sur les murs, sur des photos, et l'appartement le voilà. Et donc c'est la joie incarnée. C'est un petit lion. Voilà, là c'est le cimetière. Voilà. Là, on va énormément jouer avec le graphisme des villes. Alors, tu disais tout à l'heure années 60. S'il y avait peut-être une référence, ce serait vraiment années 70. Parce qu'à Paris, puisqu'on essaie de faire un gros clin d'œil à Paris, il y a aussi la Tour Eiffel dedans. Mais c'est vraiment tout le graphisme des immeubles années 70. À une époque, on construisait tout à base de modules. Ils n'avaient pas grand-chose. Il y avait du béton et du verre. Et en fait, il y a toute une géométrie comme ça qui se dégage et qu'on va vraiment
développé dans tout le film. Alors là, c'est en banlieue, donc en banlieue, on retombe avec des immeubles beaucoup plus bas, une ambiance presque à la Tardy. Ça, c'est le garage de l'oncle Dom qui va leur prêter un... Enfin, je ne vais pas raconter le film non plus. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'est une étape où on a beaucoup joué sur travailler avec les grisés pour bien planter les ambiances et les lumières. Là, c'est la séquence de l'accouchement où on va découvrir Alan. Voilà, donc je parlais tout à l'heure des traits, des géométries des immeubles parisiens. Donc, quand je dis référence, vous vous baladez dans Paris, comment vous les imaginez Ouais, je conseille à tout le monde, pour ceux qui vivent à Paris, d'aller faire un tour dans le 13e. Enfin, je crois qu'il y a vraiment matière à développer là. Ouais. Là, c'est plutôt la Défense en l'occurrence, mais c'est pas ce que je préfère personnellement. Enfin, on va plutôt rester dans le 13e arrondissement, je pense. Ça se passe dans le 13e, le magasin des suicides? Ça se passe dans le 13e. Patrice? Oui, version chinoise. Voilà, donc ça, on va arriver sur le magasin. Là, c'est l'unique rue qui mène au magasin. C'est le contre-champ, c'est par cette rue qu'on va la découvrir. Et donc, paf, on se retourne et hop, le magasin. Donc, petit îlot coloré au milieu d'une ville grise. Et Mishima. Donc là, c'est ouvert, on rentre. Il y a eu beaucoup de recherches sur le magasin, j'imagine. Oui, mais on l'a. Oui. Mais alors il y a toute une. Là, c'est la salle principale, au milieu de laquelle règne Lucrèce depuis son poste d'observation. Et derrière la caisse, il y a une autre pièce qu'on voit qui est le lieu emblématique du magasin. C'est la salle des pendaisons. Donc c'est là où vous trouvez toutes sortes de cordes de toutes les couleurs, plus ou moins solides, plus ou moins épaisses. Voilà, et c'est derrière le magasin. Et là, c'est pareil, Patrice, vous avez fait une description tellement précise qu'il n'y avait plus qu'à dessiner, ou Patrice, vous dites, tiens, regarde plutôt tel bouquin, tel film? Non, là, pour le coup, en ce qui concerne le magasin lui-même, j'ai demandé à Régis que le magasin soit aussi accueillant qu'un magasin qui vendrait des sucres d'orge, que ce soit un oasis de paix, de douceur, puisque effectivement, ça va être la douceur éternelle. Et très coloré, comme très, très attractif, et pas du tout comme si on rentrait chez un entrepreneur de pompes funèbres, au contraire, que ce soit le contraire. Un magasin très joyeux. Et Régis m'a proposé spontanément de faire un magasin qui déborde de marchandises et tout ça. J'avais pas, alors pour être sincère, imaginé un magasin si grand et si fourni, mais quand il m'a proposé ça, c'est pour ça que les dessinateurs sont là pour amener des idées, proposer des idées, et j'ai trouvé ça vraiment formidable, quoi, parce que cette démesure, cette débauche d'articles. Et en même temps, c'est pas années 70, ça, c'est vraiment un magasin à l'ancienne, une ancienne oui, droguerie. Là, il est à l'ancienne, c'est un magasin qui a fait plusieurs générations, et de tout le film, c'est vraiment le seul parce qu'on aurait pu développer ça ailleurs, mais c'est le seul qui a cette patte, ce cachet-là. Les autres, dès qu'il s'agit de faire une boutique, une boulangerie, un pressing, n'importe quoi, là, on tombe vraiment dans les années 70. Voilà. Vous remarquerez les armes qui sont vendues qu'avec une seule balle. Voilà. Donc ça, le plan du magasin, et puis les étages, puisque la famille vit au-dessus du magasin. Donc ça, c'est l'arrière-cour, avec un petit atelier de fabrication, parce qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de fournisseurs, ces gens-là. Ils font un peu tout eux-mêmes. On ne les voit pas forcément fabriquer, mais on comprend que c'est un peu artisanal. Là, c'est la chambre d'Alan, qui est la seule pièce vraiment un petit peu créative. Enfin, c'est évidemment un garçon à part, donc il est comme tous les garçons que nous, on connaît, c'est-à-dire très inventif, créatif, et il joue tout le temps. Mais ce n'est pas du tout le cas des autres personnes du film. Là, par exemple, c'est la chambre des parents. Ils ont des vieux meubles de famille qui se refilent de génération en génération, qui sont trop grands pour la pièce, presque. Voilà. Là, c'est un petit effort de design, c'est la cuisine Formica. Oui, on reconnaît là. Ça, c'est la séquence finale où le magasin sera transformé, sera beaucoup plus vivant.
Voilà. Enfin là, je vous montre, on a quasiment tout le film, enfin sous forme de recherche. Je me demandais, donc je parlais tout à l'heure du fait que moi je suis venu il y a un mois au studio et vous, c'était ça, c'était la première fois, parce que je voudrais qu'on parle un peu du storyboard maintenant. Alors juste, hein, oui. j'en profite, c'est on va dire un des décors les plus poussés de l'extérieur. Enfin, même s'il y a quelques arrangements à faire, voilà, ça peut ressembler à vraiment une image du film. Vous faites des storyboards de Patrice Lecomte pour vos autres films? Non, c'était jamais. La première fois. Non, je n'aime pas du tout l'idée du storyboard pour un film en prise de vue réelle, parce que le cinéma, par définition, c'est le rythme et le mouvement. Avec le storyboard fige des choses. Enfin, ça ne m'intéresse pas, voilà. Et donc, j'ai jamais fait ça, jamais fait faire ça. Mais en revanche, là, pour l'animation, évidemment, et c'est ce qui m'excite le plus, parce que le fait de pouvoir décider avec il y a 4 storyboarders qui se sont répartis avec Régis, qui se sont partagés le film en 4 pour savoir quelle séquence il y a storyboardé et pour que je supervise tout ça. Donc les réunions avec les storyboarders, de les mettre sur les bonnes pistes, de leur exprimer ce dont j'ai envie, ce dont j'ai pas envie. Et après, de voir leur travail séquence après séquence et de dire oui, ça j'aime ça, mais tu crois pas que ce serait mieux si, etc. Ça, c'est la mise en scène, en fait, quoi. C'est-à-dire de pouvoir décider de tout. Mais vous étiez même en train de mimer par moment. Enfin, vous montriez comment il fallait, comment la caméra bougeait, etc. Ah, j'ai mimé, je m'en suis pas rendu compte. Non, ah bon, alors mauvaise information. Non, c'est fort possible parce que Ce qui m'intéresse, c'est que vous, quand vous filmez un film, quand vous réalisez un film, vous êtes derrière le cadre. Enfin, vous êtes aussi opérateur de la photo. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous leur avez dit, alors là, je veux que la caméra soit là, je veux que la caméra soit là, parce que c'est pas écrit dans le script, ça, par contre. Non, c'est pas toujours écrit, mais quand c'est suggéré, au moins, ça donne des pistes aux storyboarders. Et quand après, ils me ramènent leur travail et qu'on examine le travail au cours de nos séances, de pouvoir dire non, là, ce serait mieux d'avoir un panneau et on couperait gros plan sur lui au moment. Enfin voilà, donc la mise en scène, le cadre, et c'est ça le storyboard. C'est comme si vous étiez en train de faire le montage déjà avant d'avoir tourné. Ah de toute façon, Oui, dans un film d'animation, il n'y a pas de montage. Oui, mais pour vous, alors du coup, ça... Un peu, oui, mais c'est aussi et surtout, avant de penser montage, vous avez raison, mais c'est avant toute chose de préparer le découpage, la mise en scène du film. Savoir pourquoi est-ce qu'on est gros plan à ce moment-là, pourquoi est-ce que d'un seul coup on a un plan vu du dessus, enfin voilà, la mise en scène. Et c'est emballant parce qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. Si d'un seul coup, comme on voyait dans le storyboard, dans le teaser là en relief, si d'un seul coup dans un film de prise de vue réelle, on a envie d'un plan vu du dessus avec la pluie, c'est un beans. Enfin, c'est cher quoi de faire un plan comme ça, mais en animation, on peut le décider quoi. C'est moins cher. C'est vraiment l'impression qu'on a, c'est que tu fais pour avoir un peu commencé le storyboard, c'est que Patrice fait la mise en scène et le montage en même temps. C'est-à-dire que tu as quand même une vision déjà de certaines séquences. Enfin, tu nous donnes l'ordre, tu es capable de nous dire ce plan, il faut le mettre avant, faut inverser. Enfin, voilà, on parle vraiment la même langue, quoi. Oui, c'est drôle parce qu'on a l'impression, parce que quand on est réalisateur avec des acteurs, on tourne un film et puis après on fait le montage et on se dit tiens, là vous avez presque quasi instantanément, puisque sinon avec un crayon, un papier, le résultat. Est-ce que dans votre ça fait plus rapidement phosphorer votre cerveau. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que ça change dans votre manière de tourner, de faire le film en fait? Ça oblige à être d'emblée plus précis, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour les films de prise de vue réelle, sans que le montage soit plan après plan précis dans ma tête, on a la solution au montage de pouvoir changer les choses, adopter tel ou tel enchaînement de plans, changer le rythme. C'est vrai qu'on a un moyen d'action au montage, mais généralement, quand je tourne les films, je pense déjà, enfin la mise en scène est faite en fonction d'un montage que j'entrevois, quoi. Donc, mais là, c'est juste la même chose en super plus précis. Moi, j'adore quand c'est précis. Alors, prenons cet exemple de storyboard que vous avez amené avec vous, Régis, qui est cette séquence du voile. Alors, juste parce que ce sont les derniers décors de tout le film, qui méritent une explication, je pense, cela, Patrice. Oui. Tu te débrouilles. Non, mais c'est pas ça. À un moment, le couple Mishima, on a un peu gros sur la patate de vendre de la mort, quoi. Donc, c'est pas des gens qui gardent le sourire en permanence et ils en ont, oui, c'est ça, gros sur la patate. Et à un moment, ils sont tous les deux en train de se lamenter sur leur sort et de se dire que franchement, leur vie n'est pas si drôle, d'autant plus que eux n'ont pas le droit de se faire sauter le caisson, parce que sinon, qui tiendrait le magasin?
Et ils partent dans une chanson que j'adore, qui est une espèce de rêverie désenchantée. Très joli, Et, ouais. et ce que j'ai dit à Régis, j'aimerais qu'on les retrouve dans un décor irréaliste, le décor de la chanson, comme un clip si on veut, pour les sortir du réalisme. Et je leur ai dit, feuilletez les bouquins de Giorgio Chirico, je voudrais qu'il y ait des trucs, des visions, des perspectives, des espèces d'architecture inachevée, des choses comme ça. Et j'ai appris que les dessinateurs qui étaient chargés de cette séquence au niveau du décor se sont plongés dans Giorgio de Chirico en disant je déteste ce peintre, mais ça se voit pas dans les dessins. Non, ils t'ont maudit. En ce qui concerne la séquence storyboardée qu'on va voir, juste quelques mots pour la situer, c'est que à un moment, Marilyn, qui est la fille tuvage, qui est une espèce d'huître, d'algue, de loukoum, enfin, qui feuillette la presse people, juchée sur un tabouret, ou qui se fait les ongles, enfin, qui a le goût à rien, quoi. Qui est flasque. Enfin, voilà, c'est le meilleur mot, c'est flasque. Et son petit frère, Alan, un jour, pour son anniversaire, lui offre une musique, un CD de musique et un foulard translucide en comment ça s'appelle, un foulard pas en soie, non, translucide. Genre étamine. Bon, bref, en tulle. Merci. Et parce que lui, il estime que sa sœur est belle si elle veut bien s'accepter elle-même. Et elle, dans l'intimité de sa chambre, le soir, elle met la musique d'Alan, elle se dessape et elle commence à jouer, à danser avec ce voile de tulle. Et d'un seul coup, elle découvre son corps et c'est la métamorphose de Marilyn qui On a toute la séquence. qui va pour être aimé, il faut s'aimer soi-même. Voilà, et c'est ce qu'elle fait. Dans ces cas-là, Patrice, vous décrivez toute la scène, tous les déhanchements, ou là, pour le coup, vous laissez les animateurs et les storyboarders Non, j'ai Ça fait un striptease. Hein. J'ai un principe, c'est que c'est de tout décider. C'est pas marrant pour les gens qui exécutent. Les gens qui exécutent, qui font les choses, qui créent les choses, Régis et tous les autres, ne sont pas des marionnettes que je dirige. Donc c'est un prédécoupage. Hein. La chambre s'allume, les enfants s'installent, et Marilyn met le voile pour abaisser la lumière, met la musique, et commence à se déshabiller. Donc là, elle dégrafe sa jupe, elle enlève son haut, fait tomber la jupe sur les chevilles, éjecte ses chaussures, et là c'est cabaret. Donc c'est rough. Hein. Et donc évidemment les enfants se jugent le plus haut possible pour mieux voir. Là ils commencent à s'énerver. Ils s'approchent. Là c'est le soutien-gorge. Donc petit tombé d'épaule. Et évidemment là, je crois qu'elle sera là, elle est nue hein, complètement, mais à contre-jour. Elle soulève le voile qu'elle a mis tout à l'heure. Donc là, tiens. Et elle danse avec. Donc on imagine qu'ils sont un peu déçus, carrément impatients. Et elle danse, elle découvre son corps, elle fait glisser le voile le long de ses fesses, à contre-jour, hein, bien entendu. Et elle fait passer le voile entre ses jambes. Et zoup, vous n'avez rien vu. Elle lance le voile qui floute la scène et qui va retomber sur son visage. Voilà, donc là, elle va souffler. Et elle continue de danser. Donc c'est une séquence musicale, sans parole, mais musicale. Hein. Et là, elle fait glisser le voile le long de ses seins. Donc là non plus, vous n'avez rien vu. Et là, elle va se baisser. Donc évidemment, les mômes derrière, on n'a pas le subjectif, mais on devine. Il y en a 2-3 qui tombent de l'arbre et des conteneurs. Ça, c'est la panique. Et elle se relève.
Elle éteint la lumière, la séquence est terminée. C'est Alan qui conclut en disant, je crois, elle est belle, hein, ma sœur. Voilà. Et ça, Patrice, vous l'avez validé ou c'est encore Oui, il y a 3-4 trucs que j'ai demandé à Dorothée Oui, pour, ça c'est pas corrigé. pour des ajustements, mais oui, c'est par validé. exemple comme ça qu'on comprenne. Non, c'est que par exemple quand elle se baisse à la fin pour ramasser son voile et qu'elle se baisse, qu'elle se baisse. Et en tournant le dos aux gosses dont elle ne sait pas qu'ils sont là, évidemment. Elle n'a pas fait ça pour eux, c'est pas un spectacle, elle a fait ça pour elle. Mais quand elle se baisse en offrant sa croupe somptueuse aux enfants involontairement, dans le dessin, elle sortait complètement du champ. Et moi, je voulais qu'en ayant la fenêtre à l'arrière-plan, on continue à voir son dos et ses fesses vus pas par les enfants, mais par nous. Donc c'est une correction. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais des choses qui ont déjà été corrigées là. C'est ça qui est vraiment très emballant au niveau du storyboard, c'est de pouvoir dire tiens, tu crois pas que et hop, de corriger. Recadrer presque, ça on peut pas faire en montage. Oui, recadrer, c'est la moindre des choses, mais surtout changer l'ordre, redessiner autrement. Enfin, c'est réactif, quoi. C'est ça qui est bien. Alors on en a parlé, il y a de la musique dans le film et donc le Magasin des Suicides, c'est aussi une comédie musicale et vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous êtes venu avec Gilles, vous pouvez nous présenter ce qu'on va voir, ce petit reportage tout frais. Oui, je l'ai découvert juste avant vous ce matin, pour vous dire à quel point c'est frais. Et je viens de découvrir le storyboard aussi. Donc, ça vous plaît ? On est vraiment live. Hein. On partage tout là, aujourd'hui. Donc c'est un film musical. Quand j'ai proposé à Patrice d'adapter le Magasin du Suicide, il m'a dit oui, mais à 2 conditions. Tu t'en souviens peut-être plus. Il m'a dit 1, on change la fin, c'est pas possible. Et 2, ça sera musical. Et je lui ai dit, on va faire comme ça. Donc la fin est changée et c'est musical. Patrice travaille assez régulièrement avec Étienne Perruchon, son compositeur attitré, habituel. Non, enfin, j'adore son talent et son amitié. Et il se trouve qu'il habite Annecy, et qu'il n'est pas là cette semaine. C'est idiot parce qu'il aurait été avec nous, évidemment. Et j'ai écrit pour le film 8 chansons, en plus des moments où ça danse un peu. Et on a commencé. Enfin, il a composé les 8 chansons, évidemment. On a fait des maquettes sur 2 chansons, dont la chanson des Tuvaches. Pour l'instant, ce sont que des maquettes avec piano et voix, hein, bien sûr. L'orchestration est en train de se faire. Enfin bon, tout ça suit son cours parallèlement. Et je crois qu'il y a on va vous proposer pour la première fois aujourd'hui d'écouter la première chanson, donc la chanson des Tuvaches, celle qui décrit le magasin et les personnages pour le public. Et elle est montée sur un making-of d'une première séance d'enregistrement de voix avec les comédiens qui seront les comédiens du film et dont on vous parlera Patrice ensuite. Avec la crise qui vous défrise, quoi de plus doux qu'une mort exquise? Soyez lucide et pas timide. Y a pas à dire vive le suicide. Entrez, entrez, n'ayez pas peur, nous sommes ouverts jusqu'à 20h. Tout est limpide, rien n'est trompeur, vous faire mourir c'est notre bonheur. Si ça vous coûte le premier pas, n'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider, sans tralala, à passer de vie à trépas. De vie à trépas. Avec la crise qui vous défrise, quoi de plus doux qu'une mort exquise? Soyez lucide et pas timide. Y a pas à dire vive le suicide. Soyez bienvenus au paradis, fin des soucis, c'est comme je vous le dis. Tout est possible, rien d'interdit, mis à part qu'on ne fait pas crédit. Pour partir, y a tellement de façons, grand choix mortel de 300 poisons. Sans oublier la pendaison, c'est sa passion. Rien que d'y penser, j'ai le frisson.
le grand frisson. Parole, Patrice Lecomte. En 2 mots, pourquoi alors là, je ne comprends pas pourquoi une comédie musicale avec le magasin des suicides. Parce que justement, parce que c'est antinomique, c'est-à-dire que si vous faites la mélodie du bonheur, c'est évidemment une comédie musicale. Donc c'est comme un pléonasme. Mais je ne dis pas ça contre la mélodie du bonheur, hein, mais comme là, ça porte le titre, un titre qui s'apparenterait à la mélodie du malheur, c'est marrant de faire chanter des gens qui vous racontent pourquoi le suicide c'est super, quoi. Arnaud Réguillet, vous travaillez à la société qui va ETS. En quelques mots, ETS, c'est quoi? Et en quelques mots, c'est de la 2D, c'est en relief. Comment vous allez faire? Quelle est la technique utilisée? Alors rapidement, ETS est une société qui anime la Toon Alliance, qui est Ils sont distraits, le public. Là. un petit peu, c'est pas grave. Je suis désolé. Désolé Arnaud, vraiment. Sabotage. Qui regroupe en fait différentes sociétés spécialisées dans différentes parties de la fabrication de l'animation. Vous connaissez donc maintenant Caribara Animation, qui est spécialisée en pré-production et en animation. Il y a aussi la société Tout en Cartoon qui fait de l'animation, du compositing, de l'intégration 2D, 3D et du compositing nouveau qu'on va appeler de la mise en relief d'animation 2D. On travaille aussi avec MacGuff en 3D et Ramsès 2 en post-production. Pour ce qui est de ce nouvel outil, ou en tout cas d'une nouvelle vie d'un des outils qu'on a développé chez nous, il s'agissait justement de pouvoir proposer quelque chose d'un petit peu innovant et vraisemblablement ce long métrage était la bonne occasion pour ça. Et donc à travers un outil de compositing qui était déjà prêt pour intégrer de l'image réelle et déjà prêt pour intégrer de la 3D et le piloter correctement, il s'est avéré que méthodologiquement, on a aujourd'hui un outil qui nous permet de faire cette mise en relief que vous avez vue sur de l'animation 2D, qui justement privilégie un axe qui est tout le temps le même en 2D, c'est-à-dire continuer à se baser sur des designs très forts et surtout de continuer à tricher en 2D. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est filmé, qui est ultra réaliste. On continue et l'outil sert à ça, c'est-à-dire à mettre en valeur des designs et à régler par le biais du dessin, par le biais des textures et du compositing, cette mise en relief pop-up que vous avez pu voir aujourd'hui. Oui, mais ça... Je me suis permis, je lance le test qui a été fait. Alors ça, c'est encore plus chaud puisque c'est la première fois. Alors ça, c'est un test. Oui, c'est un test anime qu'on a fait dans la semaine. Et pour ceux qui désiraient voir ce plan en mise en relief, qui n'a pas pu être prêt pour cette projection, vous pourrez venir le voir sur le stand de la Toon Alliance au MIFA à partir de mercredi. Voilà, mais on peut se rendre compte que, notamment sur Mishima, l'animation sera assez cut, assez dynamique. Là, elle est peut-être un peu trop parfois sur les il y a des fixes. Je pense que ça mériterait un tout petit peu plus d'amorti, mais en gros, c'est ça. C'est vraiment ce sera très snappy, comme ils disent. Cartoon snappy. un peu, c'est ça. Enfin, c'est votre patte, Patrice. C'est vous qui avez dirigé un peu la façon dont elle est. Je parlais tout à l'heure de mime, mais vous avez mimé à Régis et à Arnaud comment vous vouliez qu'il bouge, Mishima. C'est ce qu'on se racontait assez souvent avec Régis, c'est les personnages d'un film, d'un film d'animation en l'occurrence, comment se déplacent-ils? Et c'est vrai que moi j'avais toujours imaginé que Mishima, avec son physique de garçon coiffeur et son comportement de représentant de commerce très souriant, il était sûrement très nerveux, hyperactif, à prendre les choses, à donner, vous avez ceci, voilà. Et alors que sa femme était une femme ronde, mais se déplaçant avec infiniment de légèreté, comme une espèce de pachyderme qui ferait de la danse sur les pointes, quoi. Un pachyderme en tutu un peu. Alors donc c'est des indications qui veulent tout dire et rien dire, mais c'est vrai qu'un personnage gros, soit boum, il marche comme ça, etc., soit il marche comme ça. Et moi, ça me semblait marrant pour Lucrèce, la femme, qu'elle marche comme ça, et de même pour Mishima. Ce que j'ai demandé, c'était qu'il y ait cette nervosité qu'on trouve dans la moustache déjà. Et alors, puisque vous êtes là avec nous, est-ce qu'on peut vous demander de mimer Alan, parce qu'on l'a pas encore vu. Ah, Alan, non, je peux pas parce qu'il sautille tout le temps. J'ai pas assez l'âge. Non, il sautille. C'est un ludion, c'est-à-dire qu'il ne tient jamais en place. C'est-à-dire qu'il a la bouche fendue jusqu'aux oreilles et dès qu'il fait un truc, ça sautille. Voilà, c'est comme une espèce d'élément de jeu vidéo qui rebondit. Ouais.
On termine avec le côté production, Gilles Podesta. Voilà les questions qui nous intéressent aussi en termes de production. On a parlé que du fait que vous étiez en collaboration avec La Petite Reine, la boîte de Thomas Langman, qui a notamment produit Blueberry, enfin beaucoup de succès en France. Il coûte combien le film et ça va être fait où en fait tout ça? Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Ça coûte 11 millions d'euros. Ouais, je sais. Avec du relief. Ça augmente chaque jour. Hein, Non, à Lyon, ça, c'était pas ça. oui, parce qu'on n'a pas pris la décision du relief. Et là, dans la mesure où on trouve, Patrice, surtout que ça apporte quelque chose d'artistique au film, on va le financer. Donc ça coûte 11 millions d'euros. On est en pré-production. L'animation se fait en fin d'année. Le film est prévu pour être terminé au printemps 2012. N'y voyez aucun lien avec un grand festival qui se tient sur la Côte d'Azur en France. Le montage financier est fait principalement par des coproductions étrangères, Caïbou Productions au Canada, Entre Chiens et Loups en Belgique et ma société ainsi que la société de Thomas Langman en France. Je peux vous donner un scoop qui sera le distributeur français qu'on a signé cette semaine, qui sera ARP, Michel Herbestadt et Laurent Pétain, qui adorent le projet. C'est bien la première fois qu'ARP distribue un film de Patrice Lecomte. Et bien, figurez-vous que ça sera... Non, je crois pas. Non, c'est pas vrai? Si, je crois. Si, je crois. Ah bon, jamais? Sans blague. Non, Jamais non, jamais eu Bah, de c'est film bien. distribué par eux. Je les connais bien, mais... Ouais. Et donc, juste pour vous dire que le budget est bouclé quasiment, et que la seule part d'inconnu concerne les ventes internationales qui sont gérées par Kinologie, par Grégoire Melin, mais on n'est pas très inquiet. Voilà, maintenant, merci beaucoup. C'est à vous. Si vous avez des questions à Patrice Lecomte, à Gilles Podesta, à Régis Vidal ou à Arnaud Réguillet, n'hésitez pas. Il suffit juste de lever la main. Il y a des micros qui se baladent. Il y a des micro-baladeurs. Ah, vous êtes timide. C'est toujours la première qui... Bon, Ah, si, là-bas. Ben, vous êtes juste au milieu, c'est dur d'arriver. Mais... L'animation est-elle faite sur After Effects? C'est ça que j'ai entendu? Qu'est-ce qui répond? Arnaud Réguillet. Arnaud, vas-y. Bah justement, en fait, suivant les différents rendus qui vont être demandés, on va essayer de mélanger différents types d'outils allant de l'animation traditionnelle sur papier qui sera scannée, mais aussi des logiciels qui vont être à déterminer, dont After Effects qui va proposer pour certaines séquences des avantages très importants. Oui, allez-y. Oula. Alors, une question très précise sur le relief. Quelle Patrice, technique tu pourrais utilisez-vous? répondre. Ça parle d'alpha. de Alors, je pixels. crois qu'on vient juste, mais alors tout juste d'atteindre la limite de temps. Non, on a surtout atteint mes limites techniques. Ce que je vous propose, c'est de venir faire un petit tour sur le stand. Ah bien. Et je vous présenterai des gens qui pourront vous répondre sans vous mentir ni vous raconter n'importe quoi. Voilà. Sans pipoter, voilà. Bravo. Je voulais vous demander, oui, par rapport au doublage, est-ce que des comédiens connus seront employés pour les personnages principaux, notamment des gens qui ont déjà travaillé avec Patrice Lecomte? Jean Rochefort. Oui, c'était une tentation, une possibilité en tout cas, mais j'ai préféré pas. Parce que les comédiens connus ont des voix connues, et si par exemple Mishima, on avait vu Mishima et entendu Jean Rochefort, par exemple, je trouve que ça embarrasse plutôt qu'autre chose. Donc j'ai demandé le casting des gens qui vont faire, des comédiens qui vont faire toutes les voix. C'est des bons comédiens, des comédiens qui savent chanter aussi en plus, mais qui sont des comédiens entre guillemets anonymes. On ne va pas dire tiens je reconnais la voix d'un tel. Et je préfère ça pour que les personnages soient incarnés sans qu'on joue au jeu des portraits. Tiens, c'est qui double, voilà. Donc j'ai pas voulu. Moi, je voulais vous demander à propos du relief, au niveau du découpage, on sait tous que le découpage du relief admet un certain parti pris, un certain côté pour pas avoir des choses qui, on va dire, des effets jaillissants un peu de partout. Est-ce que j'ai un peu peur au niveau de votre film que ça tombe un peu dans ce travers-là, comme on a pu voir sur certains films en prise de vue?
Comme le son vient de là, je ne sais pas qui me parlait. Pardon. Ah oui, d'accord. Alors, très sincèrement, et vu de ma fenêtre, je vais vous dire pourquoi moi, ça ne me fait pas peur. C'est parce que quand on a imaginé les premiers dessins, quand on a imaginé le teaser que vous avez vu tout à l'heure, là, on l'a imaginé en 2D. Ça n'est qu'après, grâce à tout un bins de logiciels et tout ça, que nous a été proposée la solution du 2D en 3D. Et ça m'a convenu parce que je me suis dit, on n'a pas besoin, dans le découpage, dans la mise en scène, dans le cadrage, de faire des effets de relief. Le relief donnera juste de la profondeur à l'image avec des avant-plans, des arrière-plans et c'est tout. Mais à aucun moment, au niveau du storyboard, de la mise en scène et tout ça, à aucun moment on ne réfléchit en termes de 3D. Il n'y a pas d'effet de jaillissement, il n'y a pas d'un seul coup. Enfin, voilà, on est juste dans une image plus originale et plus confortable pour l'œil, mais sans qu'il y ait de débordement lié, enfin, à mon sens, lié à l'effet de relief. Non. Je crois vraiment que l'idée, c'est que ça aille dans le sens... Enfin, les jaillissements, il y en aura forcément un petit peu. Quand il va vous tendre une corde, vous aurez l'impression de l'avoir autour du cou. Mais c'est surtout ça va participer à la beauté de l'image. Je pense qu'on va essayer de faire un film qui est vraiment super chouette, très beau. Et ça va renforcer cet aspect-là. Enfin, on aura l'impression d'y être, comme d'un petit théâtre. Et on compte beaucoup là-dessus aussi. Une dernière question ? Oui, allez-y. Comment vous allez le montrer tous les styles différents c'est bizarre. Quelle recherche avez-vous fait, Patrice Lecomte, pour illustrer les manières différentes de se suicider dans le monde ? Ça sera un guide de suicide pour des jeunes publics. Est-ce que c'est un kit de suicide ? Non, ce film n'est pas un mode d'emploi non plus. Et puis je suis servi de ce que je connais, de ce qui est traditionnel. On n'a pas été inventé pour les suicides. Les articles qu'ils vendent, ils vendent des tas de choses. On n'est pas déviant. Mais en ce qui concerne les suicides proprement dit, c'est des méthodes assez simples et traditionnelles. On n'a pas été chercher midi à 14h parce qu'il fallait être efficace et basique. Par contre, ça vous indiquera quelle bonne corde il faut utiliser, si je comprends bien, parce qu'il y a beaucoup de cordes. Hein. Non, mais il y a un suicide à la japonaise, pas avec un sudoku, mais pareil. Ça porte un peu le même nom. Quoi. Allez, vous pouvez rechausser une dernière fois les lunettes que vous avez tous à portée de main. Ça, on va faire comme si on était à Cannes, dans la grande salle. C'est très chic, je vais vous prendre en photo. On regarde une dernière fois le teaser. Imagine a city where life has become so sad that people have no taste for living. Yet in the middle of this sinister world, an unexpected ray of hope. The Suicide Shop. All kinds of desperate people are welcomed into the store of Mishima, Lucrece, and their children, where they can find the ingredients they need to end their life. The family business thrives in a perfectly dismal atmosphere until the horrible day when Alan is born, the disgrace of his family. He smiles. Worse, he looks happy to be alive. The worm is in the apple. After hairdresser's husband, ridicule, and the girl on the bridge, Patrice Lecomte tackles animation with The Suicide Shop, a film that will blow your mind. Et on remercie infiniment Patrice Lecomte, merci. Régis Vidal, Gilles Podesta et Arnaud Réguillet de nous avoir montré toutes ces images. Bon après-midi et prochain Working Progress demain matin à 9h30 et 11h.